Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à grande vision. Héritage bien sûr avec des thématiques intéressantes sur la table. Le député honoraire Jean-Jacques Mamba a rejoint la coalition militaire et armée de l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo, de Corneille Nangaa, allié du M23. Comment comprendre cette démarche émanant des membres influents de la politique puisqu'il a été porte-parole du MLC? Doit-on dire que le Rwanda aujourd'hui recrute au sein de la classe politique en République démocratique du Congo de quitter les armées de Mbosso aux députés nationaux? Trouve-t-il tout son sens avec cette démarche? Et puis l'autre thématique, c'est le mandat de l'informateur Augustin Kabouya qui a donc été reconduit par les chefs de l'État pour ajouter les détails structurants en vue donc de la sortie du gouvernement pour ce deuxième quinquennat du chef de l'État Félix Tshisekedi. Que va-t-il encore ajouter? Et puis, comment comprendre cette décision du chef de l'État, puisque sur la toile, ça va dans tous les sens. Il y a même des gens qui pensent que Augustin Kabouya serait le formateur du gouvernement. Mais on aura les éclaircissements avec vous, Maître Prince Katouba Londibeya. Vous êtes au cadre de l'IDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je salue aussi mon co-débatteur qui vient d'arriver, d'habitude d'ailleurs, et tous ceux qui nous suivent à ce moment. En tout cas, il est parmi les rares qui nous font encore l'amitié de répondre à nos invitations, surtout au niveau de l'opposition. Monsieur Jérémy Banza, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Sefou, bonjour à mon très cher co-débatteur, Maître Prince, qui d'ailleurs, ça fait longtemps, nous étions sous ces plateaux, dans ces joutes politique pour échanger. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Oui, communicateur du Parti Nouvel Élan. Alors, mesdames et messieurs, vous avez le programme, nous avons les micros, c'est parti pour Ici Direct. Monsieur Prince, vous avez suivi, comme tout le monde d'ailleurs, cette conférence de presse animée par le député honoraire Jean-Jacques Mamba qui a rejoint la coalition armée de l'AFC de Corneille Nangaa, allié du M23, qui combat d'ailleurs au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Il dit qu'il ne prend pas les armes contre la République, mais contre un régime. Le régime de Félix Tshisekedi, qu'il juge être un régime corrompu, tout ce qu'il a dit. Comment vous comprenez cette démarche de l'ancien élu du peuple? Vraiment, c'est désolant. Désolant pour la République démocratique du Congo. Mais aussi, je pense qu'en République démocratique du Congo, on n'a pas des hommes d'État. Ça justifie encore, ou ça donne également raison à la déclaration du président honoré de l'Assemblée nationale Mbosso, qui appelait ses collègues députés de quitter la brousse pour sauver la République démocratique du Congo. Okay. Et il y avait à l'époque une liste qui a été vraiment établie, qui devrait être exécutée pendant cette mandature. Et le monsieur qui a fait une déclaration soi-disant, il prend les armes contre les régimes Tshisekedi. Je reviens à vous. Le temps qu'on arrange justement votre siège, on va prendre Monsieur Jérémy Banza. Est-ce que vous comprenez la démarche de l'ancien élu du peuple Jean-Jacques Mamba de prendre les armes? Parce que là, c'est clairement contre la République, même si lui, il nuance un tout petit peu sa démarche. En tout cas, sans blague, cette histoire n'est pas une blague. Ouais. Déjà, au regard de ce qui se passe, on est en train de voir des dignes fils, la crème politique, des élites politiques, en train de rejoindre pratiquement les ennemis de la République démocratique du Congo. Okay. C'est vrai qu'on peut être frustré pour ceci ou cela. C'est vrai qu'on peut avoir des problèmes au sein de son parti politique, parce qu'il faut le noter que c'est un ancien des MLC. Oui. D'ailleurs, les communicateurs même. Merci beaucoup de m'ajouter encore cet élément. C'est-à-dire que c'est déjà, pour leur compte des partis politiques, ils ont quand même déjà un ministre, pour ne pas parler d'autres. Bazaïba aussi, qui est aussi des MLC. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, cet ancien
digne fils de ces pays, Jean-Jacques Mamba, arrivait à se rallier tout d'un coup à une alliance Fleuve Congo créée par M. Nanga pour combattre, pensant combattre un régime, et pourtant c'est le contraire. Parce que déjà, la population qui se meurt à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons pratiquement plus de 6,9 millions de déplacés à l'est. Ce n'est pas M. Tshisekedi qui souffre, c'est nos compatriotes. Nous avons pratiquement plus de, maintenant nous avons les 10 millions de morts à l'est. Ce n'est pas M. Tshisekedi. C'est vrai que c'est lui le président de la République, mais ce n'est pas lui. Ce sont nos compatriotes congolais. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un qui était hier en train de gérer la République, parce qu'il faut le noter, il était député national. Ouais. C'est que ça veut dire que si certaines lois sont entrées en vigueur aujourd'hui, que nous sommes en train de parler même de la loi électorale, sous fond de laquelle peut-être il aurait même à se plaindre que la CENI n'a pas respecté certains mécanismes qui étaient mis en place, notamment la publication des résultats bureau par bureau de vote. Mais ça ne peut pas justifier le fait que quelqu'un quitte et puisse aller prendre les armes. Et ça, c'est ce que M. Prince disait tantôt ici, c'est au manque des hommes d'État. Et peut-être, on a l'habitude de dire homme d'État, peut-être les autres ne comprennent pas qu'est-ce que c'est être un homme d'État. Être un homme d'État, c'est lorsque même quand vous êtes en train de concourir à un processus électoral et que vous n'arrivez pas à gagner, eh bien vous acclamez, vous acceptez le résultat et vous acclamez pour ceux qui ont gagné. C'est ce qu'a fait Nouvel-Élan. Sur toute l'étendue du territoire, tenez-vous, nous n'avons que 3 sièges. Est-ce que c'est pour autant que nous nous plaignons, nous arrivons à dire qu'écoutez, le pouvoir en place, c'est vrai que dans une certaine mesure, la CENI n'a pas respecté certains mécanismes qui, on comprend que c'est géré non pas par des anges, mais par des êtres humains. Ils peuvent être, ça ne peut pas être tout parfait, vous voyez. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut des hommes d'État. Et les hommes d'État, je comprends aujourd'hui parce que on ne peut pas être, c'est rare d'avoir des indépendants, être de députés, ministres, ce sont des gens qui viennent des partis politiques. Oui. Et je veux réitérer sur ces plateaux la question que vous m'avez posée l'autre fois. Est-ce que, peut-être vous ne me la poserez pas, mais je pense que je vais répondre à cette question. Peut-être qu'aujourd'hui, les partis politiques ou regroupements politiques ont failli à leur objectif. Ils ne sont qu'en train de chercher à conquérir les pouvoirs, l'exercer le plus longtemps possible. Mais qu'en est-il d'encadrer le membre du parti politique? Même les cadres du parti politique doivent être encadrés par d'autres cadres du parti politique. Et pour votre information, c'est ce que nous faisons à Nouvel-Élan, au travers de notre plateforme Université Populaire. Nous essayons de nous encadrer pour voir comment être des bons gestionnaires demain. Alors, monsieur Prince, on revient à vous pour finir votre idée par rapport comment vous interprétez la démarche de Jean-Jacques Mamba. Il y a d'autres qui parlent de la frustration parce qu'il n'a pas été réélu, il était candidat à la députation nationale, il n'a pas été réélu. Est-ce que ça émanerait de cette frustration aussi? Est-ce que c'était obligatoirement que Jean-Jacques Mamba soit réélu? C'est une élection. Si vous n'avez pas... D'abord, pour que Jean-Jacques Mamba puisse réclamer ce siège, imaginez d'abord son parcours, la législature passée. Jean-Jacques Mamba, je me rappelle, a été victime d'une arrestation à l'époque. Il est à l'origine de la motion qui avait contre Jamal Kabound. Voilà. Ouais. Donc, il était dans un groupe de politiciens que nous, population, on croyait que ces gens-là étaient des bons politiciens qui travaillaient pour la République. Par contre, ils travaillaient pour leurs propres intérêts. Et ils étaient les représentants de certains pays de l'étranger en République démocratique du Congo. C'est pourquoi le président Mbosso, à l'époque, criait, appelait ses collègues de prendre en considération la notion d'État. C'est-à-dire comprendre pourquoi on est député national et quel est le rôle d'un député national dans une assemblée nationale. C'est ce que j'ai rejoint les co-débatteurs en disant les partis politiques aujourd'hui doivent jouer leur rôle. En République démocratique du Congo, je présume ou je pense à mon niveau que la notion de la citoyenneté n'est pas maîtrisée par certains Congolais.
et surtout par certains politiciens. Parce que quand on est politicien, on est vraiment un homme d'État, on doit comprendre comment est-ce que la République fonctionne et qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver la République. Pendant que d'autres hommes politiques de l'opposition font des déclarations tendant à soutenir le président de la République et l'armée nationale, même la religion, je parle de la confession religieuse et catholique. Vous avez suivi le cardinal Ambongo. Comment est-ce qu'il a fait cette déclaration? Il a appelé tout le monde à l'unité. J'ai suivi certains hommes politiques. Martin Fayulu, je l'ai suivi. L'Ensemble pour la République, je l'ai suivi. Nouvel Élan, j'ai suivi. Donc, tout le monde fait une déclaration tendant à créer une unité, une cohésion nationale afin de faire bloc contre l'ennemi. Mais Jean-Jacques Mamba, lui, en tant qu'un ancien député de la République, va les rejoindre Corneille Nangaa. Moi, je pense que ce comportement n'est pas nouvel. C'est un comportement qu'il entretenait avec Corneille Nangaa il y a longtemps. Et il cherchait seulement le mécanisme, le temps, les moments pour aller rejoindre Corneille Nangaa. C'est pourquoi nous parlons de la frustration politique. Du fait qu'il n'a pas été élu, il a eu l'occasion pour aller prendre les armes. Mais ce qui m'a plu est que son parti politique a directement réagi. Il avait déjà commencé par démissionner d'abord. Voilà. Voilà. Donc, c'est regrettable la République démocratique du Congo. Alors, monsieur Jérémy Banza, est-ce que doit-on craindre? Il y a ce matin Eliezer Tambwe, qui est également député, qui pense et qui affirme qu'aujourd'hui, le Rwanda recrutent au niveau de Kinshasa. Ils ont un réseau de recrutement et c'est maintenant dans la classe politique. Est-ce qu'il doit-on craindre les pires quand on voit qu'il y a quand même des anciens, parce que Jean-Jacques Mamba, socialement, il n'a pas à se plaindre. Comment il raisonne ainsi, alors qu'il y a quand même ce qu'on appelle lapidairement des Kuluna. Ce ne serait pas facile aujourd'hui que les Rwandais puissent passer par là et recruter des jeunes Congolais. Voilà, aujourd'hui encore... peut-être nous allons encore en parler, peut-être dans le fond, que le gouvernement, le régime actuel où le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, que peut-être dans cette formation de gouvernement qui va venir, de tenir compte d'une formation d'un gouvernement d'union nationale pour que ces velléités, notamment qui surgissent de gauche à droite, pour envenimer nos compatriotes, aller rejoindre au fait, ces cadres planifiés par les ennemis de l'extérieur pour nuire les intérêts. Parce que, tenez-vous, aujourd'hui, tout ce qui s'est fait ici, peut-être nos compatriotes, notamment M. Nangaa, les autres, Adam Chaloué, M. Jean-Jacques et les autres qui ont rejoint, peut-être ils pensent qu'ils sont dans cette forme que c'est une alliance politico-militaire. Beaucoup plus nous cherchons comment, parce qu'en lisant même leurs actes, soi-disant actes constitutifs qu'ils ont mis en place, vous sentez qu'ils cherchent comment, comme qui dirait, c'était à l'époque de Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Et pourtant, ça c'est une étape déjà dépassée parce que déjà à l'accord global inclusif à Sun City en 2002, nous avons établi, nous nous sommes fixés, nous nous sommes dit ce que nous devons désormais faire. Et il y a un cadre, un nouvel ordre politique qui a été établi. Et c'est ce qui doit être suivi. Alors, si aujourd'hui l'État congolais n'arrive pas, c'est vrai aussi, il faut mettre un peu du bémol là-dessus, aussi par rapport à la manière à ce que certains compatriotes qui, bien que c'est vrai, ils peuvent se retrouver dans une forme où ils sont frustrés, mais est-ce que cette frustration ne vient pas? L'État congolais n'est pas aussi à la base. Quand je parle de l'État, je vois les gouvernements. Ouais. Vous voyez, dans le sens que quelqu'un tellement frustré, en termes de justice, parce que ça fait partie de l'ordre politique établi sur base sur fond de l'accord global inclusif de 2002 à Sun City. Donc, oui, à Pretoria. Et ça fait que si la justice est instrumentalisée, si la justice n'est pas indépendante, si la justice n'est pas impartiale, ça va faire que certains compatriotes, qui se retrouveraient notamment dans des problèmes avec un membre du gouvernement et qu'ils n'ont pas gain de cause, et pourtant il faudra que la justice leur donne ces gains de cause, ça va faire qu'ils soient frustrés. Donc il faut aujourd'hui arriver plus ou moins
à adapter, Ouais. à faire que le gouvernement soit à même, notamment aussi la question des sociales. Parce que vous avez posé la question de savoir, celle de savoir qu'il y aurait quelque part un réseau qui recrute de compatriotes congolais. Il faut aussi tenir compte des sociales. Si on donnait, même aux Koulouna, on leur donnait du travail, je crois que la raison d'être Koulouna n'aura pas lieu. Donc aujourd'hui, je crois que le gouvernement doit jouer une partition dans l'établissement de l'autorité de l'État et aussi un gouvernement, en tout cas, d'union nationale. De ne pas seulement qu'on puisse se clouer à la majorité, et alors que nous sommes dans une situation un peu atypique. D'ailleurs, le président lui-même l'a dit, c'est la volonté ou la volonté du peuple qui fait la loi. Et je crois que c'est dans ce contexte où nous sommes. Monsieur Prince, alors, il parle de la justice. Il y a également de l'injustice sociale. Ça veut dire que les richesses ne sont pas bien redistribuées par tous. Ça créerait cette frustration-là. Est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui que le gouvernement aussi a une partition à jouer dans ce qu'on peut appeler une réponse à donner à ce genre de démarches solitaires comme celle de Jean-Jacques Mamba? Effectivement, on ne peut pas les nier parce qu'un gouvernement responsable dans une république doit avoir la mesure préventive, doit prévenir les risques, doit prévenir les dangers et doit tenir compte des aspirations de la population tout entière. Et aujourd'hui, c'est ce que moi je peux demander au gouvernement de la République, d'abord sur le plan sécuritaire. Les services de sécurité, tous les services de sécurité doivent mettre des mécanismes préventifs. C'est-à-dire quoi? Vous voyez que le pays traverse un moment très difficile. Si on était en Europe, aux États-Unis d'Amérique, on mettrait peut-être tous les politiciens sous l'écoute. Pour surveiller tous les appels et tous les pas aller à l'encontre de la loi. C'est ça. Mais nous traversons un moment très difficile. Un moment très difficile. Pourquoi? Parce que le Rwanda a des mécanismes. D'abord, le Rwanda a une armée numérique très puissante. Très puissante. J'ai suivi le ministre le vice-premier ministre de la Défense que le gouvernement vient de découvrir 160 quelques comptes pour le gouvernement rwandais. Mais les 160 quelques comptes là qu'on a découverts, est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres qu'on n'a pas découverts? Donc, le système numérique du Rwanda est très puissant. Maintenant, le gouvernement congolais également peut aussi le faire, créer un autre système numérique pour constituer un contrepoids. Tout à fait. Voilà, ça c'est de un. De deux, le gouvernement de la République doit tenir compte des classes sociales. Donc, il faut créer, moi, je propose créer une classe moyenne. Parce que si la classe moyenne n'existe pas, il y aura toujours des frustrations. Il y aura toujours des frustrations. Il y a une classe des riches qui se comportent comme les tout-puissants en République démocratique du Congo. Les autres se disent, nous n'avons pas de place et la distribution de la richesse n'est pas équitable et il y aura toujours des frustrations politiques, des frustrations sociales. Mais quand bien même il y aura des frustrations, est-ce que c'est normal pour un citoyen qui aime son pays, qui défend son pays, puisse aller rejoindre la rébellion? Moi je dis non. Parce que la frustration n'est pas seulement au Congo. Partout au monde, il y a la frustration. Si vous allez en Russie, vous allez aux États-Unis d'Amérique. Donc, l'État ne sert pas tout le monde de la même manière. Il y a toujours les déséquilibres. Maintenant, pourquoi en République démocratique du Congo, nous avons tendance à rejoindre la rébellion? La réponse, à mon avis, est que aujourd'hui, Paul Kagame fait faire savoir au monde ou à l'opinion nationale et internationale que le M23 c'est une rébellion purement congolaise. Et là, comme il croyait qu'il y aurait dialogue entre lui et le président Tshisekedi avec le M23 et que le M23 serait mixé, brassé dans l'armée nationale, il a mis un mécanisme en jeu de recruter les Congolais pour couvrir les M23 et les Rwandais qui sont dans l'M23. Et quand il y aura dialogue, que ces M23 Rwandais
soit couvert par les Congolais qui vont prendre part à ces dialogues et les mettre dans l'armée nationale. Donc c'est ça, raison pour laquelle le Bertrand Bisimwa a été destitué et on a mis Corneille Nangaa. Aujourd'hui, c'est Corneille Nangaa qui chapeaute les M23. Donc on nous fait croire que non, les M23 est purement congolais. Mais derrière Corneille Nangaa et les autres, il y a les Rwandais. Si on adhère ta thèse, ça veut dire aujourd'hui, le Rwanda a une telle influence, même au sein de la classe politique congolaise, ce qui devait être un danger quand même. Mais même le président de la République lui-même a dénoncé. L'infiltration n'a pas commencé aujourd'hui. L'infiltration, c'est depuis 2013. Combien de mille ou de millions de citoyens rwandais, des militaires du M23 qui ont été vraiment intégrés dans l'armée nationale, même dans la politique nationale. Aujourd'hui, imaginez, la communauté internationale qui réclame, ou qui réclamerait, j'aimerais mettre ça au conditionnel, qui réclamerait la libération de Mwanga Tchouchou. Mwanga Tchouchou s'est dit congolais. Mais la communauté internationale demande à ce qu'on puisse libérer Mwanga Tchouchou. Pour quel intérêt? Alors que Mwanga Tchouchou, les Congolais, moi ici j'ai connu Mwanga Tchouchou, j'ai eu connaissance de Mwanga Tchouchou en 2013. Donc l'infiltration est encore profonde. Même les systèmes de sécurité, l'ANER au niveau provincial, on vient d'arrêter à Goma. On vient d'arrêter à Goma. Donc l'État doit travailler, l'État doit nettoyer tous les services, qu'ils soient sécuritaires ou politiques, donc les institutions. Il a parlé de la formation des gouvernements. Moi, j'aimerais même qu'on puisse procéder à l'interview pour tout candidat ministère. Donc, qu'on passe à l'interview, qu'on puisse comprendre est-ce que ces messieurs pourront mieux faire des choses dans ces gouvernements. Alors, monsieur Jérémy, avant de parler de l'autre thématique, la thèse de recruter le Congolais pour un tout petit peu cacher les mouvements rebelles du M23 au moment du dialogue. Donc, on comprend aujourd'hui la position du gouvernement congolais, notamment celle du président Félix Tshisekedi, de refuser tout dialogue avec le M23 parce que ça aboutirait quand même à de telles solutions. Effectivement, aujourd'hui, je crois que c'est une position sage de la part du chef de l'État de ne pas discuter, en tout cas avec le M23, qui n'est qu'une coquille vide, manipulée par les étrangers, parce que, comme Maître Prince l'a dit ici, qu'on veut faire voir à la face du monde qu'il s'agit des Congolais qui sont en train de faire des revendications, comme ce fut le cas en 1997 et ainsi de suite, et alors que c'est le contraire. Parce que même quand on prend les différentes rébellions, les CNDP, les RCD et autres, c'était des revendications notamment de voir que le régime puisse changer. Ça saute aux yeux quand même. Mais aujourd'hui, regarde ce qui se passe. À part que le Rwanda, parce que déjà, qui aujourd'hui se sentent menacés même de l'extérieur, et parce que de tous ces temps, le Rwanda vit son économie et vit à cause ou grâce aux minéraux de la République démocratique du Congo. Vous avez vu, dernièrement, l'Union européenne a accepté même de conclure un accord avec le Rwanda sous la traçabilité de minéraux stratégiques. Vous voyez? Donc, vous sentez que tout ça, il y a la communauté internationale qui est derrière le Rwanda, qui sous-traite le Rwanda, et le Rwanda, son tour, sous-traite aussi les M23. Et comme ça, on ne peut pas négocier avec le M23. C'est tout à fait logique. C'est le Rwanda et aussi tous les autres partenaires. Voilà, aujourd'hui encore, il faut encore cette bonne gouvernance. Parce qu'il faut noter que la guerre se retrouve dans une partie de la République démocratique à l'Est. Mais les autres provinces, notamment le 24 ou le 25 provinces, ils ne sont pas beaucoup plus, notamment ancrés par la crise qui se vit du côté de l'Est. Ça veut dire que dans d'autres contrées, il est nécessaire de mettre, en tout cas de la bonne gouvernance, une véritable justice pour que tous ces partenaires qui se trouvent derrière le Rwanda puissent quitter le Rwanda et venir entrer par la grande porte. Et ces gens-là, vous allez remarquer que quand vous prenez la ville de Kolwezi, vous ne pouvez jamais entendre ce genre de non, il y a eu ou guerre ceci, ou il y a eu un mouvement de rébellion. Pourquoi? Parce que la communauté internationale a des intérêts là-bas. De la même manière que si nous faisons pareil, où les intérêts de la communauté internationale effectivement se trouvent partout, nous n'aurons pas, même là à l'Est,
Parce que nous sommes en train de perdre des millions au travers de cette guerre que nous imposait injustement. Et donc aujourd'hui, on ne doit pas passer par un dialogue quelconque avec les M23, mais plutôt par le partenaire qui les sous-traite. Alors, il y a véritablement la crise à l'Est maintenant, à l'immédiat, qui doit faire l'État congolais. À l'immédiat, puisqu'il y a nos compatriotes qui sont recrutés par les M23, il y a une guerre qui continue à tarauder justement les compatriotes là-bas. Que faire? Moi, je pense à mon niveau que le gouvernement a des rôles. Rapidement, oui. Le premier rôle, c'est le rôle diplomatique. Le gouvernement doit réchauffer sa diplomatie, rencontrer les puissances-là. Ce que le Rwanda a donné à ces puissances-là, que le gouvernement congolais puisse peut-être dépasser à ce niveau-là. Ça, c'est de un. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, je vous rappelle une chose, peut-être c'est une révélation. Les États-Unis d'Amérique, le M23 a ressuscité, je pense, au mois d'octobre 2021. Lorsque nous arrivons au mois d'août 2022, les États-Unis d'Amérique vont aller signer les accords sur la défense avec le Rwanda. La défense sur 3 points. Sécuriser les frontières du Rwanda. Sécuriser l'espace aérien du Rwanda. Et former les militaires, les policiers. Rwandais. Mais lorsque les États-Unis d'Amérique vont aller signer ces accords, nous sommes déjà victimes de l'agression du Rwanda. Et quand on est victime de l'agression du Rwanda, les États-Unis vont nous mentir avec un partenariat privilégié. Oh non, la République démocratique du Congo, vous avez suivi Mike Hamel, comment est-ce qu'il est? Voilà, un partenariat privilégié. Alors que ce sont les États-Unis d'Amérique qui protégeaient ou qui continuent à protéger jusqu'à aujourd'hui les frontières rwandaises. Et quand les Rwandais nous agressent, traversent les frontières, ils le voient. Ils ne disent rien. Ça, c'est pour les Américains. Pour la France, rapidement, lorsque l'armée, les missiles solaires du M23 entrent sur le sol congolais, la France a vu. Après, la France va faire un communiqué que l'armée qu'utilise aujourd'hui le M23 vient du Rwanda. Le Rwanda a eu ça à travers tel pays. Mais ça suppose que la France avait toute la traçabilité de ces missiles. Mais pourquoi au début, quand le Rwanda s'est préparé pour faire entrer cette arme, la France n'a pas dénoncé, la France n'a pas dit. La France va attendre à ce que l'arme soit sur le sol congolais et faire un communiqué. Donc aujourd'hui, nous sommes victimes de la communauté internationale. Donc le gouvernement congolais doit réchauffer sa diplomatie pour quand même comprendre pourquoi la communauté internationale ne veut pas venir suivre la voie principale et passe par les Rwandais. Ça, c'est pour le niveau international. Au niveau national, la République démocratique du Congo, le gouvernement doit former une armée capable à... Moi, je n'aime pas parler de la défense. Moi, aujourd'hui, j'aime parler de l'attaque. Une armée offensive. Donc, nous devons attaquer sérieusement le Rwanda. Merci. Ces gens-là sont nuls. Voilà, merci. Merci, M. Josué nous a rejoint. On lui donne 2 minutes pour faire l'ensemble de l'analyse par rapport à la démarche de l'ancien député Jean-Jacques Mamba qui a rejoint la coalition armée de l'AFC, Alliance du Fleuve Congo, de Déconé Nanga, avec des précisions sur la sémantique qui ne sont pas contre la République, mais contre les régimes qui dirigent cette République. Comment vous analysez cette démarche? Vous avez 2 minutes et puis on passe à l'autre thématique rapidement. Permettez-moi d'abord de saluer le coordinateur de ce soir ainsi que la population qui nous suit. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de notre faiblesse. Aujourd'hui, tout le monde prétend avoir le droit de prendre les armes contre son propre pays. C'est parce que, d'une part, nous avons été faibles. Voilà, vous pouvez juste rallumer le micro. Voilà. C'est rallumé? Ok. D'une part, je disais, nous avons été faibles. Nous avons construit notre politique tout autour des arrangements avec des protagonistes. Aujourd'hui, on pense que quand on n'a pas eu sa place par les urnes, on doit l'avoir par les armes. Et Nanga, qui est chef de corps, qui a géré une institution d'appui à la démocratie, qui nous a donné des institutions dans ces pays, aujourd'hui il s'est rébellé contre ces institutions et que lui a mis en place par la volonté du peuple, bien sûr. Et nous voyons des gens qui ont siégé
législateurs de leur État, aujourd'hui prendre des armes contre la République. Nous disons que c'est parce que la République a laissé faire cela. Nanga est congolais et sa famille reste congolais. Et nous voyons parmi ses frères être encore l'un qui est encore gouverneur dans ce pays. Oui. Ce sont des choses qui ne doivent pas, je crois que c'est Otuele. Ce sont des choses qui ne doivent pas se passer dans un État qui se respecte. Dès lors qu'il a trahi la nation, tout celui qui porte son sang doit être sévi. Parce que non, là, c'est ça, ça sera. Nous avons des lois. Chers compatriotes. L'infraction est individuelle. Et Nanga a pris les armes contre la République et ceux qui meurent sont congolais autant que les frères de Nanga, autant que les frères les frères de Nanga n'a pas touché, n'a pas pris des armes. Il faudrait qu'ils sentent que s'ils menacent la République aussi a la possibilité de les menacer. Parce qu'ils ont des rejetons et qui vivent encore librement dans ces pays, il faudrait que la force le soit imposée. C'est comme ça qu'une nation doit se faire respecter. Nous avons une politique des faibles. Parce qu'on doit parler de droits de l'homme. Ceux qui meurent à l'Est, ils ont aussi le droit d'être protégés. Nanga n'a pas le droit de vie ou de mort sur un seul de Congolais. Parce qu'il sait donner ce droit, il faudrait qu'on lui montre que la République aussi a le même droit sur lui et surtout que la République a le monopole de la violence. Merci. Alors, on va vous donner 30 secondes, comme ça vous réagissez à ce que M. Josué Kazadi a dit. M. Jérémy Banza, comment vous réagissez à ces propos? Ah non, en tout cas, c'est vrai que mon compatriote sur ces plateaux, je comprends c'est la frustration qu'il a au fond de lui de voir qu'aujourd'hui il y a encore le sang qui continue à couler, ça fait plus de 25 ans maintenant, et jusque-là, bizarrement, c'est toujours dans la même partie de la République démocratique du Congo. Et donc, et voir malheureusement quelqu'un qui a géré pendant une certaine période de la République démocratique du Congo, des ambitions des politiciens, notamment dans l'organisation des élections, et voir ce même monsieur prendre les armes contre son pays. Et donc, il a raison d'être un peu drastique. Mais cependant, je ne pense pas que cela peut s'impliquer au regard de sa famille. D'ailleurs, c'est une bonne façon. Dernièrement, j'ai vu le gouverneur a été appelé, il était en discussion avec le président de la République. Déjà, c'est une façon pour montrer à Nanga qui écoutez, revient au bon sentiment. Et il peut revenir. Merci. 30 secondes. Oui, moi également, je prends ça sur les juridiques. Je pense la République démocratique du Congo a des lois et nous avons une constitution. En droit, on dit l'infraction est individuelle. C'est Nanga qui a touché. Bon, la politique précède des droits dans certaines circonstances. Mais dans les cas sous examen, d'abord, les infractions que Nanga est en train de commettre là-bas sont des infractions qui relèvent de la Cour pénale internationale. Et puis elles sont graves. Donc, sont graves. Donc, on ne peut pas imputer à son enfant un innocent du fait que son père a pris des armes. Alors, je ne pense pas. On n'a pas vraiment du temps. On va se donner 1 minute 30 pour analyser la deuxième thématique par rapport à l'informateur Augustin Kabouya qui a été demandé d'aller ajouter les détails structurants. Donc, il a été reconduit dans sa mission d'identifier la majorité parlementaire. Qu'est-ce qui échappe à l'opinion aujourd'hui congolaise? Monsieur Prince Katouba Londi, la démarche du chef de l'État de reconduire Augustin Kabouya a été diversement interprétée sur la toile et même sur les médias. Qu'est-ce qui nous a échappé que vous pouvez nous éclairer aujourd'hui? Qu'est-ce va faire maintenant, M. Augustin Kabouya? Je rappelle, l'autre fois nous étions ici, on a fait un débat autour de l'informateur. J'avais dit, les critères principaux, c'est la confiance. Et j'avais dit, Kabouya, c'est un politicien. Il sait maîtriser les nuages politiques de la République démocratique du Congo et il fera très mieux son travail. Et aujourd'hui, les résultats me donnent raison que Kabouya a très bien fait son travail. Même les grands politiciens qu'il a rencontrés, les Jean-Pierre Mbemba, les Vital Kamerhe, les Bahati Lukwebo, les Matata Mponyo, les vieux Adolphe Muzito, donc ils ont témoigné le travail ou la discussion avec laquelle ils ont eu avec l'informateur. Donc, le travail a été bien fait, la coalition a été identifiée. C'est cette coalition que j'avais dit, la Constitution ne parle pas d'une coalition qui a été préétablie, mais c'est une coalition qui intervient après
les élections. C'est cette coalition-là qui a été identifiée. Mais pourquoi le chef de l'État ajoute à Augustin Kabouya d'autres tâches et que les autres, sur la toile, pensaient que Kabouya serait peut-être nommé le formateur du gouvernement. Parce que quand j'ai suivi, j'ai cherché, j'ai fouillé l'information, le président de la République a demandé à l'informateur d'aller ajouter certains aspects structurels. Ces aspects sont les suivants. La taille du gouvernement. Alors, celui qui donne la taille du gouvernement, c'est le formateur du gouvernement. Et non l'informateur. Donc, quand il lui demande d'aller faire la taille du gouvernement, de venir me proposer que tel regroupement aura tel ministère aura autant, et moi, je vais jeter un coup d'œil pour qu'on puisse aller vite. Donc, cette procédure, cette façon de faire des choses, par rapport au rôle de formateur du gouvernement, nous concluons en disant qu'il est déjà formateur du gouvernement. Mais ce n'est pas interdit, parce que c'est le droit. Tout Congolais peut être nommé formateur du gouvernement, et d'abord informateur, et puis formateur du gouvernement. Pour dire Premier ministre. Parce qu'on ne peut pas tomber dans formateur, informateur. Voilà. Donc, ce n'est pas interdit. Maintenant, pourquoi ne pas le dire officiellement? Non, on ne peut pas d'abord le dire officiellement parce que le travail est en cours. Ah, okay. Parce que le président aussi a aussi ce qu'on appelle les tacts. Il a des tacts. Il disait peut-être que ce n'est pas Kabouya qui serait Premier ministre. Ok. Ce n'est pas lui. Mais s'il le dit officiellement comme ça et il changerait la position, oui. ça va mal sonner. Ouais. Donc la population... Mais quand même, vous êtes fiers au niveau de l'IDPS? Non, nous sommes fiers pour le travail abattu par notre secrétaire général. Les co-débatteurs ici avaient beaucoup ici. Merci. Donc, et il est conscient, parce que quand son leader a rencontré Augustin Kabouya, il est rentré dans son état-major politique satisfait et en joie. Merci. Je pense, dans quelques jours, il ne serait plus opposant. Ah. Monsieur Jérémy, c'est trop fort ça. Vous avez une minute. Bon, je vous concède, monsieur Prince. Je n'ai pas le choix, mais moi aussi, sinon je veux revenir dans le débat parce que là n'est pas la question. En fait, j'analyse juste le fait qu'on a demandé à M. Augustin de continuer avec le travail pour ajouter certains aspects. Et c'est vrai déjà que, comme vous l'avez remarqué, comme moi, il n'a même pas atteint les 30 jours prévus par la Constitution au regard de l'article 68, alinéa 2. Donc, il n'a pas atteint les 30 jours, donc il était encore dans le délai. Donc, ce qui fait que le temps qu'on lui ajoute quelques bons nombres de jours, bien que lui-même a estimé, d'ailleurs, je le voyais travailler matin, midi, soir, okay, parce qu'il a quand même conscience de grands enjeux, de la situation dans laquelle la République démocratique se trouve aujourd'hui. Donc, c'était important pour lui de faire ce qu'il a fait et au regard aussi des enjeux politiques, il fallait qu'on lui ajoute certains aspects qui s'apparentent maintenant, est-ce qu'il est formateur ou pas. Mais ou sinon, beaucoup plus, c'est vrai qu'on peut interpréter, on peut donner toute forme d'interprétation, mais beaucoup plus, ce que nous cherchons, nous voulons, il faudra qu'il y ait des gens qui ont déjà fait leurs preuves dans la République démocratique du Congo, dans la manière de la gestion de la res publica, qui doivent en tout cas figurer dans le gouvernement. C'est beaucoup plus ce qui nous préoccupe et ça doit être en tout cas dans un temps record pour permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse décoller, parce qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui n'a pas pratiquement, qui est beaucoup plus limité et donc c'est très important. La petite passe qu'il vous a donnée, ça vous réjouit quand même? Non, je crois que c'est mon co-débatteur. Et du moment où il faudra que pour la République démocratique du Congo, qui a beaucoup d'enjeux, il faut gérer. Les hommes. Et ce n'est pas que nous... Non, mais vous avez parlé du gouvernement d'union nationale. Donc, un gouvernement d'union nationale, là, donc ce n'est pas un péché. Plus opposant. Merci. Monsieur Josué, comment vous interprétez maintenant? Ça sera quoi l'actuelle mission de M. Augustin Kabouya? D'abord, il faudrait signaler qu'il n'y a pas eu notre ordonnance du président abrogeant le premier qui a nommé M. Kabouya comme informateur, donc on ne peut pas parler de lui comme formateur, il demeure informateur et il est encore dans les temps. Et si le président a trouvé que le travail n'était pas complet,
il est de son droit de lui demander de faire le travail parce que le formateur en soi, il fait le travail seulement que lui demande le président de la République. Donc à ce stade, nous pouvons dire que M. Kabouya n'a pas réussi à réunir les critères que le président lui a demandé, bien qu'il a réuni certaines figures politiques. On nous parle ici de la taille du gouvernement. Je pense qu'il n'est ni l'heure ni le temps de parler de la taille du gouvernement. Il est temps d'abord de rassembler la majorité autour d'une vision qui est la vision du chef de l'État, faire adhérer les autres, ceux qui pensent qu'ils peuvent marcher avec le chef de l'État à cette vision. Ensuite, après cela, le président pourrait, dans sa discrétion, nommer qui il voudra comme Premier ministre. Il avait dit lors de son point de presse que dès lors qu'il aura le rapport de l'informateur, et aussitôt, il nommerait le formateur du gouvernement. Alors nous sommes dans l'attente, sachant que ce n'est qu'une suite du travail bien accompli. Je ne pense pas. Si c'était bien accompli, le président aurait déjà désigné le formateur du gouvernement. Alors, monsieur, 1 minute nous reste, on prend les cartons. Allez, monsieur Jérémy Banza, votre carton. Je prends le carton jaune. L'avertissement. Un avertissement. Okay. Un avertissement à monsieur Jean-Jacques Mamba. Peut-être il sera en ce net moment en train de nous suivre. Il pourra suivre cette émission parce que cette émission sera sur toutes les plateformes. Je lui demanderai de revenir au bon sentiment. Qu'il regarde la manière dont il a géré la République démocratique du Congo tout en étant représentant des peuples. Je crois qu'il y a bon nombre de peuples ou de populations qui se retrouvent derrière lui et qui comptent sur lui par rapport à sa représentation au niveau de l'hémicycle. S'il a perdu pour ces 5 ans, de 2023 à 2028, je crois de 2028 au-delà, il peut encore briguer sa candidature, il pourra être élu. Donc, qu'il revienne au bon sentiment pour la cause de la République démocratique du Congo. Monsieur Prince. Oui, avant de parler des cartons, il y a quelque chose qu'on doit rectifier. Le chef de l'État ne nomme pas un informateur par l'ordonnance, c'est un communiqué. Donc, M. Kabouya ou tout informateur est nommé par un communiqué. Même le formateur du gouvernement, c'est le Premier ministre qui doit être nommé par l'ordonnance. Donc, on ne peut pas parler de l'ordonnance au jour d'aujourd'hui quand on parle de formateur ou quand on parle de l'informateur. Carton. Donc, la taille, lui-même Kabouya a parlé de la taille devant la presse, donc vous ne pouvez pas dire que non, on ne peut pas parler de la taille aujourd'hui, parce que c'est sorti de la bouche de l'informateur. Voilà, donnez votre carton. Mon carton, c'est le carton vert que je donne au président de la République pour un refus intellectuel et scientifique du dialogue qui devait être imposé par la communauté internationale. Il n'a pas dit directement non, mais il a posé des conditions. Quand nous analysons les conditions, nous nous rendons compte que non, ici, il n'y en aura pas dialogue. C'est pourquoi j'ai dit félicitations au président de la République pour des méthodes politiques et diplomatiques. Monsieur Jojo Kazali, on finit avec vous. Carton jaune à l'homme politique congolais, de manière générale, qui s'est manifesté au jour d'aujourd'hui par la recherche de son propre intérêt, plutôt que de celui de la population. Si le président Mbosso avait dit les collègues du Grand Kivu quitter les groupes armés, je me rends compte que c'est la classe politique qui doit quitter les groupes armés. Parce qu'ils ont ça d'abord dans la tête. Quand vous voyez notre constitution d'ailleurs mal conçue, ça a été fait sur base des belligérants. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un débat sur la Constitution qui doit être mis sur la table. Le référendum. Merci. Dans 3 minutes, Maman de Faisanfa, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera 18h à Kinshasa, 19h à Lubumbashi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.